Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle preview des équipes World Tour. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Cam Salut les gods, salut à tous. et de Yorick, Salut Hippo, salut Cam, salut Egot. puisqu'aujourd'hui, on va parler de leur équipe préférée, c'est-à-dire Ineos, l'équipe anglaise. Donc tout d'abord, on va revenir sur la saison 2023, on va noter le maillot, on va parler du mercato aussi, on va présenter un peu l'équipe, les différents pôles, donc le pôle sprint, le pôle grimpeur, etc. Et puis, on fera un petit prono, combien de victoires pour la saison 2024. Et Thomas qui sont en difficulté. Terrain Thomas en difficulté alors que Julien Lafilippe s'accroche à la roue de Michel Landa. On va revenir sur la saison 2023, donc c'est une saison, on va en parler, on va en parler. Donc les principaux résultats, il y a eu l'Estrade Bianche, remporté par Pidcock. On a eu deux étapes sur le Tour de France avec Jatowski et Rodriguez, une étape sur la Vuelta avec Ghana, cinquième du Tour de France avec Rodriguez, deuxième du Giro avec Geraint Thomas. Au total, c'est 36 victoires, dont 9 World Tour, et l'équipe va finir quatrième du classement UCI. Donc les gars, qu'est-ce que vous en pensez de cette saison de Ineos? Moi, je trouve personnellement que c'est une saison quand même en demi-teinte parce qu'on a l'habitude de voir Ineos briller au sommet. Et c'est vrai que depuis quelques saisons, malheureusement, c'est plus le cas par rapport à l'émergence notamment d'équipes comme Jumbo et UAE. Mais c'est vrai que c'est quand même, ça reste 36 victoires. C'est vrai que c'est 3 de moins que l'année dernière. Mais si on prend par exemple, c'est toujours en 2020, ils font 19 victoires. Enfin, c'est en 2019, quand ils gagnent le Tour, c'est 26 victoires. Donc d'une certaine manière, c'est toujours plus. Mais c'est vrai que quelle victoire cette fois, c'est ouais, il y a l'Estradé comme tu as dit, il y a des étapes sur le Tour, enfin sur oui, sur les grands tours, mais à côté de ça, je trouve que ça manque un peu quand même de régularité. Malgré aussi, ils ont été quand même la seule équipe à monter sur le podium d'un grand tour avec les armadas de UAE et Jumbo, donc c'est quand même aussi à souligner. Ils sont passés au final pas très loin de gagner le Giro, hein, c'est vrai, avec Geraint Thomas, mais pour moi, ça reste quand même une saison en demi-teinte. Ouais, je suis d'accord avec Cam. Et globalement aussi, cette année, ce qui a été surtout problématique pour Ineos, on en parlera aussi un peu après, mais c'est la défaillance des leaders. Je vais citer juste Geraint Thomas et Arentman. Alors, les deux font un super Giro, mais en dehors de ça, c'est une saison très compliquée pour les deux. Et après, il y a aussi un peu de malchance. On peut penser à un Ethan Hayter qui s'est cassé, je crois, deux fois la clavicule cette année. Et ou encore un Tao qui, voilà, pouvait espérer un bon résultat sur le Giro et qui, pareil, grosse chute et il a même pas pu participer à la Vuelta, c'est dire. Et derrière, on peut penser aussi, bah, voilà, à Rensman qui chute également sur la Vuelta. Il y a eu quelques petites éclaircies quand même. Je pense à un Magnus Sheffield, un Thomas Pidcock, forcément, les deux gros rouleurs que sont Tarling et Ghana. Mais c'est vrai que par rapport aux objectifs de base d'Ineos, c'est clair que c'est une saison que je trouve en dessous des attentes également. Bah oui, clairement, il y a pas beaucoup de victoires, même sur le classement généraux, c'est un peu en dessous. Surtout qu'il y en a certains qui s'étaient un peu révélés. On pense à Tao qui fait une grosse saison, mais voilà, Tao il va partir de Ineos, donc c'est aussi sur ça que je trouve que la saison elle est un peu décevante. On va en parler juste après du mercato, c'est que derrière tous ceux qui ont bien performé ou presque sont partis dans notre équipe, donc c'est un peu compliqué. Pour vous, c'est qui l'homme de la saison? C'est dur à définir, hein, honnêtement. C'est vrai que sur la fin de saison, Filippo Ganna s'est pas mal révélé, même il fait deuxième, c'est Ah, à Milan-San Remo, si je dis pas de bêtises. il fait pas 4, Il a fait quand même. enfin, il fait top 4 sûr, mais je sais plus exactement. Ouais, t'as raison. Mais il est avec VDP, Van Aert et Poga, ouais. Ouais, voilà. Il passe pas très loin, il me semble, mais après, il y a les monstres devant. Donc, il y a d'une part Filippo Ganna, après, on a Tom Pidcock aussi qui a fait un super début de saison, mais il me semble qu'il tombe sur le Tirreno, et après, on l'a plus trop vu. Il rate pas mal ses objectifs de classique. Et après, moi, j'ai bien aimé bah, la première, le Giro de Geraint Thomas, mais après, forcément, derrière, il y a pas grand-chose, quoi. Donc, c'est compliqué de trouver, je trouve, un homme qui se démarque plus d'un autre au final. Ah, pour Pidcock, enfin, moi, je trouve pas. Tu parles de sa chute, enfin, il fait quand même troisième de l'Amstel, pardon, et deuxième de Liège, tu vois. Donc, et même sur les classiques flandriennes, il rate son ronde, mais il fait 11e, par exemple, à travers les Flandres. Donc, je trouve pas sa campagne particulièrement ratée. Non, moi, je trouve que voilà, en début de saison, c'était surtout Pidcock et Ghana qui étaient un peu, qui tiraient un peu Ineos vers le haut.
Après Ghana, il a eu après Milan-San Remo, et même globalement les classiques, le Giro de Ghana est pas super impressionnant, je trouve. Je l'ai trouvé un peu en dedans Bah, il et abandonne tôt aussi. comment? Il abandonne tôt aussi. Ouais, Il me semble ouais, qu'il ouais, ouais, abandonne, aussi, bah, avant la première étape de repos ou quelque chose comme ça. ouais, il abandonne très tôt, mais il avait pas enfin, en tout cas, son début de Giro, il était un peu compliqué et après globalement, la fin de saison, c'est surtout, Joshua Tarling qui brille, par ses résultats, et sur, les championnats du monde de chrono, et sur les championnats d'Europe. Mais après, je dirais quand même que voilà, ça je dirais quand même un Ghana qu'on a aussi vu, plus vu en tout cas qu'un Pidcock en fin de saison et à mon humble avis, c'est l'homme de la saison chez Ineos, mais c'est pas indiscutable non plus, quoi. Mais il Bah, me semble que, très honnêtement, je pense qu'on n'aurait pas eu ce débat si Tao Geoghegan était pas tombé au Giro. Parce qu'il fait un début de saison juste avant le Giro, qui était son objectif monstrueux. Il gagne, il me semble, deux étapes sur le Tour des Alpes. Il le gagne même, je crois. Ouais, il le gagne, il le Il, gagne. il gagne une étape du Tour de Valence, je crois. Enfin, vraiment, il était monstrueux. Il Ouais, était placé partout, etc. Et pour moi, c'était un des grands favoris au Giro. S'il tombe pas, il y a moyen qu'il gagne, honnêtement. Et après, bah, malheureusement, on l'a plus vu, quoi, après sa chute. Mais, donc, je pense que s'il n'était pas tombé, ça aurait été de très loin l'homme de la saison pour Ineos. ouais, je suis ouais, d'accord. clairement. Bah, Ghana était le plus régulier en fait chez Ineos. Et du Et coup, après, ça. on n'a pas souligné quelque chose, je viens de voir, c'est quand même que c'est une équipe qui a pas mal gagné et surtout avec beaucoup de coureurs, comme on avait dit avec Quickstep. Eux, ils ont gagné avec 15 coureurs, pareil. Donc c'est assez impressionnant quand même une telle diversité d'effectifs. C'est sympa à souligner. C'est vrai. Et l'effectif d'ailleurs qui a pas mal bougé cet été. Bah, Cam, est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, alors on a eu un mercato assez. Ouais, ça a pas mal bougé comme tu l'as dit. On a surtout eu des gros départs, hein. Tao Geoghegan, donc celui qui avait fait sûrement le meilleur début de saison pour Ineos, est parti du côté de la Trek Segafredo, enfin de la Lidl Trek maintenant, pardon. Il y a Dani Martinez aussi qui était leader de temps en temps, qui est parti pour la Bora. Il y a Luc Plap aussi, qui est un coureur assez complet, qui est parti pour la Jayco, qui était un petit crack d'Ineos, qui est parti. Et qui vient d'ailleurs d'être champion d'Australie, sur route et chrono aussi, il me semble, les 2. Pour la troisième fois consécutive en plus. Et on a Pavel Sivakov aussi, le français, qui est parti à la UAE, qui était là depuis longtemps avec Tao. Ils étaient là depuis 2016, 2015. Enfin, ça faisait Ouais, super longtemps qu'ils étaient ouais, actifs. Et on a aussi le petit crack Ben Tulette qui est parti. Donc, c'est des départs énormes, hein, qui n'ont pas été très bien remplacés. Puisque, bon, Tobias Foss, c'est sympa, mais voilà quoi. Ancien champion du monde de chrono qui a fait une saison chez Jumbo catastrophique, hein, très honnêtement. Oscar Rodriguez de la Movistar qui est c'est un bon coureur pour accompagner les leaders, mais ça remplace pas du Gegenhardt, du Dani Martinez, enfin tout ce que vous avez perdu. Et après quand même on a deux petites pépites qui rentrent, Theodor Storm et Edgy August qui est le meilleur junior sur le marché, donc ça c'est pas trop mal, mais ça remplace bien évidemment pas les départs qui ont été catastrophiques. Ça fait 2 ans qu'Ineos fait un mercato catastrophique côté départ, quoi. Après, moi, enfin, par rapport à Tobias Foss, je suis pas son plus grand fan, mais après, j'avoue quand même dire saison catastrophique. Bon, fait quand même deuxième d'un prologue en Romandie. Il a surtout servi, par exemple, à Paris-Nice, c'est le dernier équipier d'un Jonas Vingegaard. Il fait aussi un bon Tour d'Algarve où il fait quatrième au général. Bon, c'est clairement pas une saison de calibre Bah, d'un coureur qui a été champion du monde de chrono. Il a gagné aucun chrono, si je dis pas de bêtises, cette année. Mais après, de là à dire catastrophique, j'irai pas jusque-là. Enfin, personnellement, je m'attendais pas non plus à ce que Tobias Foss fasse des top 5 réguliers sur des courses par étapes pour le tour, tu vois. ouais, pas catastrophique, mais c'est clair que personnellement, après son titre de champion du monde, j'en attendais mieux. Oui, Il fait quand même une saison 2021-2022 pas mal. Il était assez complet, il grimpe bien, il roule bien. Surtout dans une structure comme Jumbo, moi je l'attendais quand même mieux l'année dernière. Après, est-ce qu'il va rebondir chez Ineos? Peut-être, on verra. ouais, puis Bah ouais, après, ce qui fait surtout mal, pour finir, c'est enfin, les pertes, quoi. C'est vraiment, enfin, Tao, ce qui est regrettable, c'est que sa fin de saison, il l'a fini blessé alors qu'il avait l'air d'être vraiment dans la forme de sa vie. Après Pavel Sivakov, c'était un bon lieutenant, mais après j'avoue, je le voyais pas plus haut et Daniel Felipe Martinez, lui, de toute façon, ça faisait 2 ans que c'était compliqué pour lui. Donc je pense qu'en soi, c'est pas, entre guillemets «très, très grave», son départ. Moi, je regrette plus le départ
d'un Luke Plapp ou d'un Ben Tullet qui, selon moi, avaient la possibilité de faire quelque chose dans l'équipe cette année, quoi. Il y avait des places à prendre avec ses départs, et notamment pour un Luke Plapp qui est un coureur de classement généraux. Je pense il aurait eu sa chance cette année et ça aurait pu être intéressant pour lui, mais c'est clair que globalement, le mercato est vraiment pas Ouais. incroyable. Et pour en revenir à Tao, est-ce que vous pensez qu'il a pris la bonne décision de partir chez Lidl Trek? Parce que quand même, c'est un Britannique, il était chez Ineos, il pouvait, selon moi, être le leader principal l'année prochaine. Est-ce qu'il a bien fait de partir chez Lidl Trek? Ça, je sais pas. Bon, je pense pas que Ineos ou Trek, il y a une énorme différence, honnêtement. Après, c'est sûr que vu qu'il est anglais, bon, c'était plus Ineos, mais bon, je pense que c'est pas un si mauvais choix que ça. Bah, après, c'est chez Lidl Trek, ça va être qui? Il y a que Ski en vrai qui peut, et allez, on va dire Chicone pour faire plaisir à JB, qui peuvent jouer les classements généraux, mais il va avoir la carte blanche, tu vois, alors que chez Ineos, il aurait sûrement eu sa carte blanche, mais je peux comprendre aussi qu'après 5-6 ans dans l'équipe, et où même s'il a gagné un Giro, bah, on lui a jamais réellement fait confiance avant l'année dernière. Bah, je peux comprendre aussi qu'il ait envie de, tu vois, de changer et de découvrir autre chose. Je pense pas, et surtout que Lidl Trek a fait un mercato très ambitieux, donc je pense pas que ce soit une erreur de sa part de quitter Ineos. Et du coup, dans l'ensemble, le mercato, c'est moyen, on va dire. C'est mauvais. Ouais, C'est c'est mauvais. Ouais, mauvais, hein. je trouve quand même que tu recrutes des pépites. Ouais, c'est vrai que c'est pas ouf, mais mauvais, c'est fort, je trouve quand même. Bah, tu perds tellement, franchement. Bah, en soi, le mercato est pas nul, mais quand tu prends en considération que c'est Ineos, c'est surtout par rapport au départ que Ouais, tu c'est as, vrai. bah, C'est surtout vu c'est- le budget qu'a Ineos. aussi, Bah ouais. aussi, mais c'est franchement, ça pique en fait. Le différentiel fait vraiment mal et c'est pour ça. Parce qu'en soi, oui, les coureurs recrutés sont pas mauvais foncièrement. C'est un Andrew August ou Theodore Storm, dans quelques années, ça va sûrement exploser, tu vois. Mais à l'instant T, bah, par rapport à ce que tu as perdu, ouais, c'est mauvais. Ouais, et puis c'est quand même un mercato qui se répercute depuis 2 ans. L'année dernière, tu perds Adam Yates, tu perds Richard Carapace. Enfin, là, tu perds encore une vague de leaders. Enfin, ça, franchement, ça fait peur pour le futur de l'équipe, je trouve. Eh, Est-ce que vous pensez qu'à force de vouloir aller chercher Remco ou Roglic, ils ont perdu du temps et du coup ils n'ont pas réussi à faire les bons coups? Parce que c'est quand même étonnant pour une équipe comme Ineos de perdre autant de bons coureurs comme ça année après année. Bah, c'est clair qu'il y avait tellement de rumeurs, etc., autour de Remco. Et puis, il y avait des rumeurs par rapport à la fusion de Quickstep avec la Jumbo. Donc, sûrement qu'à mon avis, il y a eu des petits. Ils ont essayé d'y aller. Mais bah, évidemment, ça n'a pas marché, hein. On a vu, il n'y a pas eu de fusion. Donc ouais, c'est clair que ça a peut-être empêché leur plan et ouais, ça explique peut-être ce recrutement douteux. Après, bon, enfin, je pense que c'est ce qu'il fallait faire parce que là, si, imaginons que là, ils avaient réussi à recruter Remco ou Roglic, on dirait pas du tout la même chose du recrutement, tu vois. On dirait, t'aurais perdu des très bons coureurs, certes, mais derrière, si t'as un Remco ou un Roglic qui arrive dans ton équipe, le son de cloche, il est tout de suite différent, et ça change aussi l'analyse globale sur leur mercato. Donc moi, je pense pas qu'ils aient perdu du temps. C'est ce qu'il fallait faire dans tous les cas. Par rapport à ce que tu perds, c'était une opportunité. Ils ont un gros budget, donc ils ont eu raison de tenter. Ça c'est pas passé cette fois-ci. Bon, bah c'est comme ça. Mais si c'était passé, ça aurait été un coup génial pour Ineos. Mais ils ont un gros budget, mais ils s'en servent pas vraiment au final. Parce que ça fait 2 ans, 2, 3 ans qu'ils recrutent au final que des jeunes coureurs. Donc il n'y a pas de grosses superstars qui rentrent. Donc c'est vrai que le budget est pas exploité assez, je trouve. Bah après, le budget, c'est bien, tu vois. Mais si les coureurs veulent pas venir parce qu'ils pensent pas qu'ils vont avoir leur chance, etc., ça, tu vois, même si tu as du gros budget, ça change pas grand-chose non plus, je pense. Mais tu vois bien qu'aussi qu'il y a une sorte un peu, entre guillemets, de transformation là. L'équipe, au lieu d'être uniquement centrée sur les grands tours, avec notamment Pidcock et Sheffield, là, ça essaye aussi de viser un peu plus les classiques, notamment ardennaises. Donc on va voir comment ça se passe les prochaines années. Ouais, ouais, c'est un renouvellement, c'est sûr, c'est une nouvelle génération qui arrive et là, forcément, ils sont en construction, donc ça, à mon avis, ça va pas être des saisons là qui vont être incroyables de leur part. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du mercato. On va pouvoir rapidement donner une petite note au nouveau maillot. Personnellement, moi, je le trouve pas incroyable. Il me fait penser un peu à celui de la Bahreïn. Moi, j'aime pas trop, donc je lui mettrais 2-3 étoiles.
Moi, je le trouve trop beau. Vraiment, objectivement, je trouve que c'est le plus beau du peloton, limite. Donc, je dirais, c'est quoi le maximum? C'est 5? Ouais. D'accord. Bah, je dirais 5 étoiles, ouais, parce que je le trouve vraiment beau. Ouais, moi je suis d'accord, je le trouve très beau, très réussi. Je comprends Hippo, où c'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance dans l'idée avec Bahreïn, mais globalement, je le trouve ouais, très réussi également. Et moi, je mettrais pareil, 4 étoiles. Et du coup, on va pouvoir passer à la présentation des différents pôles de l'équipe. Donc, tout d'abord, le pôle classique qui s'est pas mal renforcé ces dernières années, avec donc en leader, bah, évidemment, Thomas Pidcock. On peut aussi noter Ghana, puisqu'il est assez régulier sur à peu près tous les monuments qu'il fait. Il finit toujours dans le top 10. Et puis après, les Kwiatkowski, les Turner chez Phil, Norvège. En vrai, c'est un gros pôle de classique hein, pour Ineos. Ouais, bah, du coup, ouais, c'est une équipe qualitative. On a vu, voilà, que Pidcock, encore l'an passé, a été performant. Alors malheureusement, il a pas gagné autant de classiques que prévu, notamment parce que tu avais un Pogačar, ou un Remco qui se trouvait par là, qui était juste, imbattable. Moi, je pense aussi à un Ben Illy qui l'a battu sur l'Amstel. Mais, c'est clair que, voilà et un Ghana, c'est comme tu as dit, c'est très régulier. Ça commence, c'est bien placé sur les monuments comme Roubaix, là encore on l'a vu avec San Remo l'an passé ou encore, bon un Tour des Flandres je pense que ce serait peut-être un peu plus compliqué pour lui, mais tout est possible et après ouais c'est clair qu'un Sheffield, un Narvaez, Narvaez j'aime beaucoup l'idée sur les classiques ardennais, je pense que ça peut être une bonne surprise et après voilà on se rappelle de Ben Turner qui avait fait un gros Paris-Roubaix, l'année où Dylan Van Baarle s'était imposé et Kwiatkowski bon bah parce que voilà c'est l'expérience, le soldat, on l'a déjà vu gagner ce genre de course, et il est toujours capable de faire des grosses performances, comme on l'a vu sur son tour, cette année. Ouais, c'est vrai que c'est un pôle classique qui est assez garni, hein. On pourrait même, bon, il n'y avait pas la place, mais on pourrait même rajouter un Connor Swift qui est pas mal. Il y a même Kim Hayduke, j'aime bien le petit Allemand, il est pas mal aussi sur les classiques pavés notamment. Mais c'est vrai que ouais, c'est quand même une belle petite équipe qui peut viser, pourquoi pas, avec un Filippo Ganna, une victoire sur un monument. Tom Pitcock, je suis pas encore certaine. Enfin, je crois plus en Ganna, pour être honnête, sur un monument genre Milan-San Remo, même Paris-Roubaix. Mais oui, franchement, c'est une belle petite équipe. Il y a Narvaez aussi qui était annoncé pas mal sur le départ, mais qui finalement est resté. Donc ouais, aussi, c'est une belle carte pour les classiques. Et du coup, pour les classiques plutôt flandriennes, vous mettrez qui en leader? Plutôt Ghana ou Pidcock? Ah, globalement, moi, Ghana, après Pidcock, bah, je demande qu'à voir sur un round, parce que bon, dans le profil un peu physique, c'est la même chose qu'un Alaphilippe, ou même, on va dire, toute proportion gardée, bien évidemment, qu'un Pogacar. Mais globalement, sur l'ensemble des classiques flandriennes, je mettrais quand même Ghana, parce que je pense que Pidcock, il y a quand même plus à faire pour lui sur les classiques ardennaises. Ouais, je suis d'accord avec Yorick. La dimension physique et Pitcock, c'est vrai que les courses bien longues, bien dures, c'est vrai il lui manque un peu de caisse en général. Après, est-ce que ça viendra avec la maturité, l'âge? C'est possible, mais c'est vrai que pour moi, je vois bien Filippo Ganna qui est quand même très solide, hein, vraiment dans ce domaine, je vois bien prendre le lead pour ça. Ok, ok. Et du coup, Pidcock sur les Ardennaises en leader unique, quoi. Ça, il n'y a pas trop de Ouais, débat. ouais, clairement, on l'a vu encore cette année, hein. Il deuxième, comme on a dit juste avant, deuxième de Liège, troisième de l'Amstel. Il est pas très loin non plus de la victoire. Donc il y a quand même. Et puis bon, ça reste un coureur formidable, très prometteur. Donc et il n'y a pas meilleur que lui dans l'équipe à l'heure actuelle qui peut, euh, qui peut le concurrencer, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Cam. Ouais, c'est vrai. Après, j'aimerais bien, j'attends de voir le développement d'AJ Auguste, que vraiment ça a l'air. Mais après, je pense qu'il lui faut bien sûr du temps. Il a 18 ans, hein, donc il y a le temps. Mais c'est clair que oui, pour les Ardennaises, qui est de course comme ça, c'est sûr que Pitcock, c'est une valeur sûre et qu'il n'y a pas mieux dans l'équipe, quoi, clairement. Et en autre coureur, après, qu'on pourrait citer, je pense que Sheffield aussi, ça peut. Il peut être capable d'aller chercher des résultats. Et comme on l'a dit juste avant, Narvaez qui était sur le départ, je pense que lui aussi, ça peut être une bonne surprise sur ce genre de terrain. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Même un Kwiatkowski, parce Ouais, qu'on sait quand même l'expérience un aussi, ouais, l'expérience, double tenant pareil, du ouais. titre de l'Amstel, donc ça peut aussi être, euh, Mm. ça peut aussi être un bon élément. Et du coup, pour finir, les classiques italiennes, donc on parle là plutôt de Milan-San Remo et du Tour de Lombardie, donc c'est pas vraiment les mêmes, mais bon, pour Milan-San Remo, du coup, ce serait Ghana, si j'ai bien compris.
Bah, en fait, Ghana, le problème, c'est que je pense que bah, ça va être compliqué pour lui de faire la différence dans le Poggio. Et je pense pas que derrière, parce qu'on a vu à chaque fois, c'est Van Aert, Van Der Poel, Pogacar. Je pense pas qu'il puisse les lâcher derrière sur le plat, quoi. Tu vois, il a pas. Après, bon, pour faire les places, il est largement capable. Mais après, pour gagner, je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais oui, si tu fais un tour de Lombardie. Enfin, un Tour de Lombardie, ça serait plutôt un grimpeur type Carlos Rodriguez ou quoi, mais Milan-San Remo, ouais, ça reste pour Ghana. Ouais, je suis d'accord. Et moi, j'aimerais bien voir un Pidcock au final sur un Lombardie, par exemple. Je trouve qu'à long terme, ça peut être, pourquoi pas, une course qu'il aime bien. Il a du punch en montagne. Je pense il pourra que s'améliorer parce qu'il veut faire les grands tours. Donc, je pense que ça pourrait être une course, un Lombardie qui pourrait l'intéresser dans le futur. Ouais, Ouais, et et puis on un, sait un Rodriguez aussi pour le Lombardie. Ouais, comment? aussi. Un Rodriguez aussi pour Ouais, le oui, Lombardie. largement. C'est Et vraiment les après, premiers. pour Pitcock, en plus, on sait que Ineos aimerait bien en faire un coureur de classement généraux sur le long terme également, donc il pourra aussi s'améliorer en montagne, etc. Et on connaît tous ses qualités de descendeur, donc ce sera pas un problème pour lui. Bah, en parlant d'ailleurs de classement généraux, on peut passer au pôle grimpeur, donc le pôle plutôt classement général. Et donc le leader, ce serait Carlos Rodriguez, avec aussi Thomas. Donc Thomas, c'est un peu l'inconnu. Est-ce qu'il est capable de ressortir un Giro comme il a fait cette année? Et avec derrière des Arensman, des Pidcock, des Bernal et de plus aussi. C'est un peu une équipe. En fait, on sait pas trop, à part Rodriguez, on a un peu du mal à voir qui va être leader l'année prochaine en fait. Ouais, après en termes de leader, je pense que Thomas c'est fini, hein. Je pense que ça va être un très bon lieutenant qui va apporter de l'expérience, etc. Mais en termes de leader, je pense que il aura quel âge l'année prochaine? Il me 37 ou semble, 38 ans, non? ouais, 37, 38. Il est né en 86, donc je sais pas, vous faire le calcul, mais 38. ouais, 38 ans, je pense pas que tu peux être en concurrence pour gagner un tour, voire même un podium. Bah, peut-être sur le Giro, c'est décanté, des fois on sait, mais non, même ça m'étonnerait quand même, quoi. Moi, j'attends plus d'un Arensman, voilà, qui est un coureur qui est complet, qui chez DSM vraiment était prometteur et qui au final, je trouve, chez Ineos, bah, et, il est en dessous pour l'instant des espérances qu'on plaçait en lui. Donc j'aimerais bien le voir en leader et pourquoi pas faire bien figurer sur un grand tour, quoi. Ouais, et il se doit de se rattraper par rapport à sa saison dernière qui est vraiment catastrophique si on enlève le Giro et la Vuelta sur laquelle malheureusement il se tape une grosse chute. Donc il a beaucoup à prouver. Je suis d'accord avec toi sur ton analyse avec Thomas et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Carlos Rodriguez, après son gros Tour de France, sera le leader principal. Moi, par contre, on parle pas de Bernal. Vous croyez à un retour de Bernal au top ou pas? Parce que moi, personnellement, j'avoue, j'ai un peu du mal à y croire. Je pense pas qu'il sera capable de les fameux duels Pogacar, Vingegaard, Bernal. Perso, moi, j'y crois pas. Je pense que Bernal, là, il a enchaîné trop de problèmes de santé en peu de temps et j'ai du mal à le revoir capable d'aller au top niveau. Bah, c'est vrai que Bernal, c'est quand même un crack qui est inné, hein, ça on peut pas le nier. Il est hyper proche en âge avec Pogacar, il me semble qu'il a juste un an de plus. Enfin, il a vraiment percé hyper jeune, lui, pour le coup, en remportant ce Tour de France en 2019. Et après, c'est vrai que malheureusement, les chutes lui ont malheureusement gâché peut-être la fin de sa carrière. Mais il a quand même quelque chose qui est en lui qui peut-être un jour sera de retour. Après, il y a quand même ce qu'il n'a pas par rapport à Vingegaard et Pogacar, c'est les talents en contre-la-montre. Et maintenant, pour gagner un grand tour, c'est quand même assez indispensable, quoi. Donc, par rapport à ça, ça me semble un peu compliqué. Et du coup, vous mettriez qui en leader sur le Tour de France? Rodriguez plutôt? Ouais. Bah, de ce que ça parlait, de toute façon, c'est ce qui était prévu de mettre Rodriguez et Bernal et je crois Pidcock aussi sur le Tour de France. De base, c'était encore l'été cette année. Et après, de nouveau, après, peut-être un Retsman ou quoi fera aussi le tour, mais je crois que dans l'idée, ça sera un peu comme cette année. C'est Geraint Thomas, Arensman plutôt sur le Giro et la Vuelta et Carlos Rodriguez sur le Tour de France. Enfin, Euh, en tout cas, ça me paraît être la meilleure idée pour décrocher quelque chose, un podium ou quoi. Après, j'avoue quand même, sur le Tour de France, il faudra faire attention parce que vu l'armada prévue par UAE, il faudra faire gaffe aussi à Jumbo, mais en tout cas, c'est ce qui me paraît le plus crédible.
Ouais, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé là dans le slide, mais c'est vrai qu'il y a aussi du coup l'arrivée de Tobias Foss. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il sera leader sur un grand tour ou équipe? Enfin, c'est pas du tout le rôle qu'il va avoir au final. Donc bon, c'est aussi des questions autour de lui. On verra ce qu'il va faire, mais pourquoi pas sur la Vuelta? On verra. Après, est-ce que Tobias Foss est meilleur en montagne qu'un Laurens de plus, tu vois? C'est ça la question. Moi, s'il a pas, en plus, il a pas réussi à perf chez Jumbo, je pense pas non plus qu'il perfera outre mesure chez Ineos, tu vois. Bah Mmh, ouais, après, c'est clair qu'il a des capacités en montagne qui sont moindres que de plus, mais par exemple, il les couvre en termes de chrono que de plus roule un peu moins bien quand même, tu vois. Donc, Oui, je ça, sais pas. ouais. ouais, c'est ça. Moi, je le vois bien sur des petites courses par étapes où il n'y a pas forcément beaucoup de montagne, mais où il y a deux, trois chronos. Pourquoi pas aller chercher une course par étape? Du coup, je sais pas, un Tour de Pologne, un truc comme ça. Donc voilà, pour les courses à étapes, moi, je vois lui en leader avec Rodriguez et puis Geraint Thomas, quoi, comme pour le reste de l'année. Après, à pas négliger des coureurs comme le petit frère Hayter qui était dit comme étant un futur grand et qui malheureusement bah, pour l'instant stagne au niveau professionnel, il a du mal à passer le cap, donc est-ce qu'il va un jour se découvrir au grand public? Et on verra peut-être l'année prochaine. Il doit avoir aussi un petit peu la pression par rapport au perf d'Ethan qui, même si c'est un peu plus compliqué, où il enchaîne pas mal des chutes, va te chercher quand même beaucoup de victoires, surtout World Tour. Cette année, il gagne quoi? Cette année, il gagne en Romandie et à Lizulia, il me semble, si je dis pas de bêtises, où il gagne. Lizulia, je Ouais, suis ouais. sûr. Après la deuxième victoire, je suis pas sûr si c'est au Romandie ou si c'est sur le Tour de Guangxi à la fin de saison, mais ah non, c'était Viviani à la fin, pardon. Mais ouais, Oui, parce que le pole sprint de Ineos, c'est pas très très fourni en soi, à part ouais, Viviani et puis Hayter. il C'était pas est. exceptionnel. On a vu Ghana un peu sur la Vuelta. C'était assez étonnant, mais bon. Normalement, les deux vrais sprinteurs, ça reste Hayter et Viviani. Mais bon, c'est assez faible, quoi. C'est plutôt une équipe de classique et de montagne. Ouais. Bah, c'est sûr, une étape pour le sprint. Après, c'est vrai que ouais, il y a Viviani, mais bon, il est en fin de carrière, quoi. Il y a Hayter qui, je trouve, en termes de pointe de vitesse pure, on peut pas trop non plus le considérer comme un pur sprinter, quoi. Donc, ouais. Après, il y a des bons hommes pour les accompagner. Duke, il fait bien le train. Turner, il fait bien le train aussi. Mais c'est vrai qu'en termes de puissance pure au sprint, c'est pas les grands sprinters, quoi. Après aussi avec Just Hater aussi, c'est pas aussi le coureur le plus agile, le plus technique sur un vélo. Donc quand le nombre de fois où tu le vois traîner en queue de peloton, alors que pourtant s'il était un peu plus habile techniquement, il pourrait faire des ravages, hein, parce qu'il franchement il passe bien les bosses en plus. Donc dans les Ouais. comités, donc un comité réduit comme on l'a vu cette année à l'Itzulia ou Romandie il y a 2 ans, ça peut faire vraiment très très mal quoi. Donc mais oui, il y a que lui et Viviani pour le pole sprinter, il y a personne. Ouais, et puis Hayter, il est tellement complet, il a été plusieurs fois champion de Grande-Bretagne du chrono, ouais, comme tu dis, il sprint bien. Pour moi, c'est un peu un mini Wout van Aert au final, il est vraiment hyper complet, mais ouais, malheureusement tronqué par les blessures et ouais, qui se place mal, enfin, ouais, mais il a du potentiel, quoi. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu de l'équipe. On va pouvoir passer à nos petits pronos pour cette équipe Ineos. Non, un Yuri? petit mot, peut-être un petit mot sur quand même du coup, les deux petites recrues, AJ August et Theodore Storm, qui ont en junior, donc ils ont tous les deux le même âge, il me semble 18 ans. Ils ont fait des belles placettes, surtout AJ August qui a pas mal raflé sa catégorie. Donc il y a des beaux espoirs en eux. On verra s'ils confirment parce qu'on sait qu'Ineos, ils aiment bien recruter des petits jeunes comme l'année dernière, ils avaient pris Leonard. Mais est-ce que ça va confirmer? Et aussi, hein, on l'a pas cité, mais c'est vrai chez Ineos, il y a Pauline Ferrand-Prévot, hein, la Ah oui, chez les française. femmes, ouais. Ouais. Et bon, c'est la seule coureuse ils ont recruté Pauline parce que c'est Pauline, quoi. C'est une légende de son sport. Et qui cette année a été championne du monde de VTT notamment. Donc ouais, ça fait plaisir pour la structure et puis pour Pauline, quoi, qu'on adore. Clairement. Elle avait pas dit aussi qu'elle allait faire le Tour de France sur route, revenir sur route, là, en 2024-2025? Ouais, il y avait des espoirs, il me semble, mais après c'est compliqué comme elle est la seule. Enfin, il n'y a pas vraiment de Ouais, structure ouais, féminine, ouais. quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Je crois que oui, il y avait des pourparlers comme quoi il irait peut-être avec du coup une autre équipe pour ça.
Mais ouais, on espère, franchement, ça serait incroyable. Ouais, c'est clair. C'est que l'année dernière, elle s'était mise au cyclocross, malheureusement, ça n'avait pas marché, on n'a pas refait cette année. Mais bon, après, sa discipline sera le VTT, et dedans, elle marche bien, donc c'est super. Et du coup, bah, pour finir, les petits pronos. Donc, Yorick, combien est-ce que tu vois de victoires pour Ineos la saison prochaine? Victoire en tout, je pense qu'il y en aura un petit peu moins, mais pas énormément par rapport à cette année. Mais je pense que, ouais, allez, 31 victoires pour Ineos l'an prochain, ça me paraît quelque chose de crédible. Et combien en World Tour? En World Tour, quasiment autant que cette année, je vais dire 8. Je vais espérer qu'un Hater ait un peu moins de chute également, parce que pour moi, il peut chercher des choses et pourquoi pas avoir globalement des leaders un peu plus présents, notamment un Rensman qui peut aller chercher des bons résultats si les jambes lui permettent. Et toi, Cam, tu vois combien? Moi, je dirais un peu moins de victoires aussi, parce que quand même, il y a vraiment des pointures qui sont parties, hein, comme Luc Plaque bah, là, on vient de voir, il a gagné, enfin, il a déjà gagné, etc. Donc forcément, ça fera des victoires en moins. Donc je dirais une trentaine de victoires. Et en World Tour, je vais dire 10, parce que, mine de rien, ça va vite. Des chronos, par exemple, on a Joshua Tarling. On n'a pas évoqué Joshua Tarling, mais énorme crack sûrement un des futurs, voire le futur meilleur rouleur du monde. Et donc ça va vite, les chronos, hein, donc je pense qu'il y aura quand même une dizaine de victoires World Tour, quoi, à côté. Ouais, moi je suis d'accord, c'est vu que tu as des bons mecs sur les chronos, tu vas forcément aller chercher des petites victoires à droite à gauche. Je verrai, je pense 25 victoires en tout, dont 10 World Tour. Mais je vois pas une très très grande saison de Ineos la saison prochaine. Je vois beaucoup de chronos gagnés, Ouais, beaucoup de petites courses gagnées, mais je vois pas vraiment de comment ils pourraient gagner des grosses courses. ouais, je suis Ouais. d'accord avec toi. Peut-être des différences de Pitcock, hein, comme des fois Ouais. on a l'habitude avec lui, mais sinon, je vois pas non plus une grande saison compte tenu du mercato et du renouvellement de cycle qui est en train de d'avoir lieu. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. Donc merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, dites ce que vous pensez de l'équipe, du mercato, etc. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller suivre sur nos réseaux, donc TikTok, Instagram, voilà, tout c'est en bio, vous avez l'habitude. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Salut les gouttes. Salut à Salut, tous! salut, salut.